Bonjour à tous. Je vous propose qu'on commence ce webinaire et puis les autres personnes pourront se joindre à nous voilà, lors des échanges. Bienvenue à ce webinaire qui est dédié au programme Énergie solidaire en Occitanie. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Bénédicte Rillet qui représente la région Occitanie en tant que chargée de projet transition énergétique et territoire. Lucie Mendes qui est coordinatrice du programme Énergie solidaire localement. Et enfin, Christophe Guinaud qui représente Quercy Énergie et qui pourra notamment parler de retour d'expérience et d'exemples de projets qui est soutenu par le Fonds de dotation énergie solidaire. Euh, Nous vous proposons d'écrire vos différentes questions via l'outil chat tout au long du webinaire. Comme ça, on pourra les lire directement aux intervenants. Et puis, à la fin des 3 interventions, on vous propose de prévoir un temps d'échange un petit peu plus long pour pouvoir directement discuter avec les intervenants. Donc, vous pourrez prendre voilà, la parole. Merci à tous de fermer les micros. Et puis, voilà, je propose maintenant de donner tout de suite la parole à Bénédicte Rillet pour les propos introductifs. Merci. Oui, bonjour à tous. Alors, en juin, donc, la région Occitanie a adopté un plan pour la souveraineté énergétique et le pouvoir de vivre. En gros, c'est l'acte 2 de la stratégie Région à énergie positive qui avait été initiée donc, il y a 7 ans. Et donc dans le cadre de ce plan, parmi les mesures annoncées, la région a adopté un PAC qui s'appelle en fait «Lutter contre la précarité énergétique». Ce PAC, cette mesure, hein, est liée au fait que plus de 20% des ménages en Occitanie sont en situation de précarité énergétique, bon, au titre de leur logement ou au titre de leur mobilité ou les 2. Et donc, c'est voilà, face à ce constat en fait que ce PAC a été adopté et inclus dans le plan souveraineté. Et cette mesure, notamment, elle se traduit par notre participation au programme Énergie solidaire. Voilà, donc notre partenariat, il prend la forme d'une convention tripartite entre la région, les amis d'Enercop et Énergie solidaire. Et c'est une convention donc, qui a été signée au salon d'Energaia en décembre dernier. Alors, notre participation, elle est financière, puisque nous participons donc pendant 3 ans, notamment au financement du poste de coordinatrice du programme Énergie solidaire. Alors juste voilà, donc l'objet du programme est bien de collecter des fonds auprès des Bonjour à distributeurs, producteurs tous, d'énergie et si du vous grand m'entendez. public pour une redistribution aux associations de lutte contre la précarité énergétique qui seront sélectionnées en fait via un appel à projet dont le lancement a eu lieu la semaine dernière en présence de la vice-présidente Agnès Langevin. Voilà. Mais la région est également membre du comité d'engagement auprès de l'ADEME, de Dorémy, du Secours populaire, de la Fondation Abbé Pierre. Voilà. Et le rôle de ce comité d'engagement, donc, c'est de définir l'appel à projet, de participer à la sélection des lauréats qui seront donc annoncés à Energaia. Donc voilà à quel titre en fait nous nous sommes engagés dans ce programme, dans ce beau programme. Et donc voilà, la région est fortement investie et je vais laisser Lucie Mendes qui va vous présenter de manière plus détaillée en fait ce projet, ce programme. Merci beaucoup Bénédicte. Alors oui, moi je coordonne le programme Énergie solidaire Occitanie qui a été lancé là en janvier 2023, concrètement dans les faits. Pour revenir un petit peu sur l'historique, avant de vous présenter le premier programme qu'on a décentralisé en région, en fait, Énergie solidaire, avant d'être Énergie solidaire Occitanie et un programme, c'est un fonds de dotation qui existe au niveau national depuis 2017. Donc, un fonds de dotation, c'est le type de statut en fait qui existe juste avant le statut de fondation. C'est quand on n'a pas le budget nécessaire pour être une fondation, on est un fonds de dotation. Et donc, un fonds de dotation est reconnu d'intérêt général, contrairement à une fondation qui est reconnue d'utilité publique. Et donc, un fonds de dotation, comme a commencé à le dire Bénédicte,
on est habilité à récolter des dons. Énergie solidaire récolte différentes formes de dons de manière assez innovante, j'y reviendrai. Et donc, ces dons, on les redistribue à des actions d'intérêt général ou à des associations qui portent ces mêmes actions d'intérêt général. Et Énergie solidaire a décidé d'allouer ces fonds récoltés uniquement à des associations qui accompagnent les ménages en précarité énergétique dans leur logement. Au départ, quand le fonds a été créé au niveau national, c'était par le biais de l'association Les Amis d'Enercop, dont je ne vous parlerai pas vraiment par la suite, puisque c'est vraiment une structure qui a fait office d'incubateur de projets finalement. Et c'était l'idée de dire, pour atteindre nos objectifs de transition énergétique, nous devons adresser différents piliers. Et donc, ça passe par la production d'énergie renouvelable, bien évidemment, par la sobriété, donc des comportements plus sobres dans nos logements notamment, mais qui soient une sobriété choisie et non subie, pas de la privation et de la restriction, sinon là, on est effectivement en précarité énergétique. Et puis, enfin, l'efficacité énergétique. Et donc, l'efficacité énergétique des bâtiments est un des piliers pour réduire nos consommations d'énergie très fortement. Et donc, l'idée, c'est de se dire, il faut permettre à tous les ménages et aux ménages les plus précaires de rénover également leur logement. Donc, c'est de ce constat qu'est née Énergie solidaire. C'est également du constat que la précarité énergétique, Bénédicte l'a dit, concerne 20% des ménages pour le logement et la mobilité en Occitanie, un ménage sur 5 au niveau national, donc c'est 22 millions d'individus. C'est un phénomène très conséquent, qui est peu visible, qui existe en hiver comme en été. En été également, on en a moins conscience parce qu'on le voit moins sur nos factures d'énergie, mais la précarité énergétique en été sévit dans les régions sud tout particulièrement, et ça ne va pas aller en s'améliorant malheureusement avec le dérèglement climatique. Et donc, c'est un phénomène qui doit être pris en compte. Et on s'évertue à essayer de pousser ce sujet. C'est pourquoi on a lancé nos appels à projets nationaux et Occitanie le 21 juin dernier, le jour de l'été, pour essayer de sensibiliser sur ce sujet de la précarité énergétique en été et de dire on a un observatoire national de la précarité énergétique qui est là pour estimer le nombre de ménages en précarité énergétique. Dans les indicateurs que cet observatoire prend en compte, aujourd'hui, il ne prend pas en compte la sensation de chaleur au même titre que la sensation de froid. Donc nous, on est en train de pousser pour ça également au niveau national parce qu'on estime qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Et puis d'ailleurs, il y a une étude de la Fondation Abbé Pierre qui vient de sortir sur la précarité énergétique en été. Donc c'est un sujet que les acteurs engagés poussent pour qu'il soit davantage pris en compte dans les politiques publiques aujourd'hui. Donc, énergie solidaire, j'en reviens à mon sujet de fond. Donc, reconnu d'intérêt général, comme je vous le disais, dédié à la lutte contre la précarité énergétique. Et un de nos objectifs, c'est effectivement de créer du lien entre des acteurs très divers sur les territoires, puisque la précarité énergétique, c'est un sujet qui intéresse de près ou de loin beaucoup d'acteurs finalement. Les acteurs de la transition énergétique, donc les producteurs, les développeurs, les fournisseurs d'énergie renouvelable, par exemple. Également les acteurs du bâtiment durable, les acteurs du social, bien sûr, les acteurs de la santé, les ARS, par exemple. Et puis, au niveau des collectivités, on a des différents échelons de collectivités qui sont plus ou moins investis sur ce sujet. Typiquement, la région Occitanie a décidé, et je trouve que c'est très louable, d'interpréter sa compétence transition énergétique en englobant l'aspect social et l'aspect précarité. Je pense que c'est quelque chose vers lequel on doit tendre, vers lequel les collectivités doivent tendre, d'interpréter plus largement leurs compétences pour aller plus loin quand elles en ont les moyens économiques, bien évidemment. Et puis, on a les départements qui ont les compétences habitat et solidarité, donc qui connaissent également les associations de leur territoire qui accompagnent ces ménages-là, les ADIL, les associations de quartier, etc., donc qui sont des relais indispensables pour des acteurs comme nous. On a également les métropoles, telles que Montpellier et Toulouse en Occitanie, qui proposent des aides à la rénovation énergétique pour les particuliers. Donc voilà, tout un tas d'acteurs publics, privés, qui peuvent être investis sur cette question-là et qu'on essaye de mettre en musique finalement pour lutter plus efficacement contre ce phénomène sur le territoire. Au niveau des actions que le Fonds de dotation nationale énergie solidaire a soutenues jusqu'ici, donc il est né en 2017, je vous le disais, le temps de faire la première collecte de dons, le premier appel à projet est sorti en 2019.
et puis on en a eu 2 autres depuis lors. En 2022, il a été fait le choix de ne pas lancer d'appel à projet parce qu'on a eu comme remontée et retour d'expérience des associations qu'elles préféraient avoir des appels à projets tous les 2 ans, mais avec des montants plus conséquents, puisque les moyens administratifs et RH, vous n'êtes pas sans le savoir, de ces structures sont peu conséquents. Et donc, nous avons subventionné différents types d'actions de lutte contre la précarité énergétique. Quercy Énergie, qui est l'ALEC, l'Agence locale énergie-climat du Lot, basée à Cahors, sera là pour vous témoigner des projets qu'on a financés en 2019 qui sont portés par cette association. Pour vous donner des exemples un peu concrets, les compagnons bâtisseurs que vous connaissez peut-être, ce sont donc ils ont soutenu des projets d'auto-réhabilitation accompagnée, donc dans lesquels le propriétaire ou le ménage en question est impliqué et sont mobilisés des bénévoles pour participer aux travaux. Donc, ça recrée de la solidarité également. Il y a tout cet aspect social qui est important aussi. On a le GFOSAT qu'on a subventionné en 2019, qui est basé à Montpellier, pour un programme qui s'appelait Dardar, qui consistait à recycler et à redistribuer, à reprendre des frigos énergivores finalement et à les recycler et à donner des nouveaux frigos à des ménages précaires, puisque les frigos font partie des postes énergivores au niveau des appareils électroménagers d'un logement. En 2020, on a subventionné, pour vous donner d'autres exemples, l'Alliance citoyenne grenobloise. En l'occurrence, il s'agissait d'un projet de médiation entre bailleurs et locataires, puisque vous n'êtes pas sans le savoir, les locataires ne peuvent pas faire grand-chose, et donc c'est important de faire prendre conscience aux propriétaires, et le locataire n'est pas souvent dans cette position de force, faire prendre conscience aux propriétaires de la nécessité d'engager des travaux dans le logement. Et en 2021, on s'est focalisé uniquement sur l'accompagnement d'associations qui portaient des programmes de rénovation complète et performante, puisque, on le sait, hein, c'est la solution la plus durable pour sortir les ménages de la précarité énergétique, puisque la rénovation complète et performante traite en fait 6 postes de travaux à l'échelle d'un logement. Donc, ce n'est pas seulement changer l'isolation des combles ou changer un système de chauffage. On va en profondeur. C'est souvent des rénovations qui durent dans le temps, plusieurs années, 3 ans, mais qui permettent d'enfin arriver à un objectif d'habitat optimal pour le ménage. Et donc, en 2023, pour la première fois, nous sortons 2 appels à projets. Vous le voyez, hein, on a un budget qui va crescendo. Donc là, notre structure est en train de prendre une nouvelle dimension finalement. Et donc, on a sorti la semaine dernière un appel à projet national de 400 000 € qui cible encore une fois, comme en 2021, la rénovation complète et performante. Et puis un appel à projet en Occitanie de 100 000 € qui là est un peu plus large. J'y reviendrai, mais puisque nous venons de nous implanter sur le territoire, nous voulions recueillir les besoins des associations et être le moins exclusif possible. Donc, comme Bénédicte l'a dit, nous avons signé avec la région un partenariat sur 3 ans avec un financement dégressif de la région. Et donc, dans le but de compléter et renforcer l'action de la région en faveur de la transition énergétique et de mettre à disposition notre expertise notamment en matière de collecte de dons, puisque nous sommes un peu innovants sur le sujet. Au-delà de récolter des dons financiers classiques qui sont défiscalisés à hauteur de 60% pour les professionnels et 66% pour les particuliers, nous récoltons ce qu'on appelle des dons d'énergie. Et donc, ce don d'énergie, finalement, c'est à la fois les excédents de production que peuvent avoir certains producteurs d'énergie renouvelable. Nous sommes capables, puisque nous travaillons avec la coopérative Enercop, qui est un fournisseur d'électricité renouvelable, qui développe la production aussi plus récemment, mais qui a un cœur de métier fournisseur initialement. En fait, les producteurs peuvent céder gracieusement à Enercop leurs excédents de production. Enercop transforme cette énergie en valeur monétaire et les reverse à Énergie solidaire. Donc ça, c'est un mécanisme qui peut tendre à se développer en Occitanie et qui intéresse les producteurs. Nous avons également les surplus d'autoconsommation pour ce qui concerne l'autoconsommation collective, parfois, certaines collectivités ont des bâtiments publics en autoconsommation collective. Le cas échéant, au niveau à partir d'un certain don d'énergie, on va dire, puisque sinon les frais de gestion sont assez conséquents pour Enercop, donc c'est à partir de 5 MWh par an qui sont en surplus.
Encore une fois, ces surplus peuvent être cédés gracieusement à Enercop. Enercop les transforme en valeur monétaire et nous les reverse. Donc voilà, ce mécanisme va certainement tendre à se développer, d'autant que l'autoconsommation collective est en train de prendre de plus en plus. Et puis, évidemment, nous cherchons à développer le mécénat et nous ciblons prioritairement sur le territoire où les énergies renouvelables sont déjà bien implantées. Nous cherchons à cibler les acteurs des énergies renouvelables, également les acteurs du bâtiment durable qui ont leur rôle à jouer, puisque le secteur du bâtiment émet 30% des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire. Donc, c'est également des acteurs qui ont vocation pour nous à prendre leur part sur ce sujet de la précarité énergétique. Au niveau national, il existe aussi un mécanisme qui ne bénéficie pas au programme Énergie solidaire Occitanie, mais dont je vous parle parce que c'est un mécanisme innovant également. Pour les clients d'Enercop, de la coopérative Enercop, nous proposons ce qu'on appelle un micro-don sur facture d'énergie. Donc, les clients d'Enercop peuvent choisir de donner 1 ou 2 centimes par kilowattheure consommé, ce qui représente à la fin du mois quelques euros pour le client. Et puis pour nous, depuis 2017, c'est 400 000 euros qui ont été récoltés par ce biais et qui sont reversés dans leur totalité à des associations via nos appels à projets. Donc voilà, ce sont des collectes de dons qu'on peut qualifier d'innovantes. Bénédicte a commencé à vous parler du comité d'engagement. C'est effectivement, nous, on vient du monde de l'économie sociale et solidaire, donc la gouvernance participative, ouverte, peu importe comment on la qualifie, c'est partagé. En tout cas, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. L'idée, c'est de dire qu'Énergie solidaire, c'est un outil au service du territoire, au service de la lutte contre la précarité énergétique, mais nous ne sommes pas experts du sujet, et encore moins experts du sujet sur le territoire. Et donc, pour ce faire, nous sommes entourés d'experts qui se réunissent 3 fois dans l'année via ce comité d'engagement, qui ont pour rôle de définir la thématique de l'appel à projet, les différents critères d'attribution, ce qui va faire qu'on va départager et choisir telle structure lauréate plus qu'une autre, et puis qui se réunira là en novembre, en l'occurrence à la fin de l'année, pour sélectionner les lauréats et choisir les montants alloués par projet. Dans ce collège des experts, on a 5 sièges, c'est volontairement qu'il a plus de poids. Et donc, on a la Fondation Abbé Pierre Occitanie, l'ADEME Occitanie, le Secours populaire Occitanie et Dorémy, qui est un acteur national spécialisé sur la question de la rénovation performante. On a également une personne physique qui est reconnue pour son expertise. Et on a de l'autre côté le collège des partenaires mécènes, avec pour l'instant seulement la région, mais nous sommes en cours de négociation, notamment avec l'AREC Occitanie, pour que cette structure s'engage et soit notre mécène sur 3 ans également. C'est une des contreparties qu'on offre à des mécènes qui s'engageraient sur 3 ans et à partir d'un certain montant. Donc, c'est pour cela que pour l'instant, on n'a pas encore notre collège des partenaires mécènes au complet. Mais si tant est qu'on parviendrait à entériner des partenariats sur 3 ans avec certains mécènes, ça peut être une contrepartie intéressante pour eux. Et donc, nous avons également une charte éthique pour se prémunir de tout conflit d'intérêts, puisqu'évidemment, plus on se rapproche du local, plus les experts de la précarité énergétique sont aussi potentiellement les bénéficiaires. Donc, on a établi une procédure qui permet de s'assurer qu'on évitera tout conflit d'intérêts et qu'on travaillera en bonne foi, en bonne intelligence. Donc, cette année, comme je vous le disais, l'appel à projet est doté d'une enveloppe de 100 000 euros. On a différents contributeurs à l'enveloppe, mais Enercop a largement participé cette année. On a un objectif de collecte qui est d'1% du chiffre d'affaires. L'idée, c'est de dire aux entreprises, sur le modèle du label 1% pour la planète, finalement, 1% pour la précarité énergétique. Et donc, Enercop Midi-Pyrénées, qui a développé l'activité de production d'énergie renouvelable sur son territoire, qui a 13 installations sur l'ancien territoire de Midi-Pyrénées, nous reverse 1% du chiffre d'affaires issu de sa production. Donc, donne l'exemple sur le sujet et nous espérons que d'autres entreprises s'engageront également en ce sens. On a l'AREC Occitanie qui nous donne également, qui contribue à hauteur de 15 000 euros cette année. On a le développeur Valeco qui a contribué également. On est en négociation avec différents développeurs. Donc, on voit qu'une dynamique est en train de se créer autour de ce sujet. On espère que ça va être toujours plus massif et qu'on va pouvoir pérenniser ce programme pour avoir chaque année, pendant ces 3 ans, au moins un appel à projet de 100 000 euros, plus si c'est possible.
et pérenniser le programme au-delà des 3 ans aussi. C'est l'objectif ultime, bien évidemment. Donc, pourquoi rejoindre Énergie solidaire Occitanie? Donc ça, en tout cas, je m'adresse spécifiquement aux entreprises en l'occurrence. C'est à la fois sur la démarche de RSE qui est de plus en plus communément développée chez les entreprises. Nous, c'est vrai qu'on propose un projet qui est local, qui est circonscrit sur un territoire, qui a un impact à la fois social et environnemental. Donc, on est assez complet sur le champ de ce qu'on traite en termes de développement durable. On a ce partenariat avec la région Occitanie qui nous permet également de promouvoir des actions communes de communication, donc ce qui peut être bénéfique pour certains producteurs et développeurs de s'afficher avec la région. On promeut une approche globale de la transition énergétique, donc l'idée c'est vraiment d'acculturer le plus d'acteurs possible au fait de dire que la précarité énergétique, c'est un sujet qui peut concerner les acteurs dont le cœur de métier au départ n'est que la production. Et on peut évidemment proposer des actions de sensibilisation pour faire monter en compétence l'entreprise sur la question de la précarité énergétique. Le calendrier prévisionnel pour cette année, donc l'appel à projet, je me répète, a ouvert la semaine dernière. Nous réceptionnons les dossiers jusqu'à la fin septembre. Et puis, nous traitons les candidatures avec le conseil d'administration d'Énergie solidaire, puis ensuite le comité d'engagement. Et donc, à la mi-novembre, seront sélectionnés les lauréats. Et puis, nous valoriserons ces lauréats dans le cadre de différents événements, Energaia bien sûr, mais nous aurions aimé aussi organiser peut-être un événement dans le cadre de la journée de la précarité énergétique, qui est un événement qui existe pour l'instant seulement au niveau national, et qui est peu connu, peu visible. Donc, ce serait intéressant de réussir à en faire un événement localement, peut-être avec une exposition photo. Il y a des pistes qui sont sur la table. Donc, tout ça reste encore à définir, mais ce qui est sûr, c'est qu'Energaia sera un moment fort pour l'annonce des lauréats. Mais nous espérons pouvoir donner aussi un petit peu de visibilité à cette journée de la précarité énergétique. Les projets soutenus commenceront à être mis en place dès début 2024. On soutiendra minimum à hauteur de 20 000 € le projet, maximum à hauteur de 40 000 €. Donc, l'idée, c'est de soutenir quelques associations. Cette année, on est vraiment dans du qualitatif plus que dans du quantitatif. Et puis, on soutiendra sur une durée de 1 à 3 ans selon les projets proposés par les associations, puisque, par exemple, la rénovation complète et performante, je vous le disais, ça s'échelonne plutôt sur 3 ans, le temps d'obtenir le prêt bancaire, de trouver les artisans, de commencer les travaux, etc. Voilà ce que je pouvais vous dire. On a choisi également donc une thématique, j'ai commencé à le dire tout à l'heure, ouverte, assez large, on va dire, dispositif d'accompagnement des ménages vers la sortie durable de la précarité énergétique. On a choisi cette thématique donc pour ne pas être exclusif. L'idée, c'est par contre de dire qu'on ne financera des associations qui nous proposent des projets que post-diagnostic socio-technique. On a envie d'être dans l'opérationnel et surtout de s'inscrire en complémentarité de certaines collectivités qui, notamment des départements, je pense au département du Lot, au département de l'Aude, qui engagent des actions, ont déjà engagé des actions de repérage et d'identification des ménages en précarité énergétique. Donc, on va éviter de financer ce même type d'actions puisqu'elles existent déjà. Et on va venir s'inscrire en complémentarité et dans la continuité de ce qu'ont déjà fait les collectivités. Donc, ça peut être des financements de travaux de performance énergétique, tout simplement, qui ont besoin d'être faits avant d'engager des rénovations plus complètes. Ça peut être de la rénovation complète et performante. Ça peut être de l'auto-réhabilitation accompagnée, comme je vous disais tout à l'heure, des projets de médiation entre bailleurs et locataires. Voilà, pour vous donner quelques exemples, on a envie de laisser aussi les associations nous surprendre. On a mis dans notre cahier des charges d'ailleurs un critère libre qui comptera à hauteur de 15% de la note finale. Et l'idée est de dire aux associations, montrez-nous ce qui fait que votre projet a une plus-value, qu'est-ce qui fait qu'il est distinctif. Donc, on a vraiment envie, ça peut être le recours aux énergies renouvelables, ça peut être cibler son programme sur un type de public particulièrement vulnérable, tel que les agriculteurs, agricultrices, les femmes, etc. Donc, on cherche aussi à voir ce qui va ressortir de ça, si les associations vont expérimenter.
Je laisse maintenant la parole à Quercy Énergie, que le fonds de dotation énergie solidaire donc, a financé en 2019. Bonjour à tous. Alors, je suis désolé, j'ai un problème avec ma caméra, donc vous n'allez pas me voir. Je suis Christophe Guinaud, je travaille à Quercy Énergie. Donc, un petit mot sur l'association d'abord. C'est donc l'Agence locale de l'énergie et du climat du Lot. Donc, on a des missions avec les collectivités territoriales, que ce soit au niveau départemental, intercommunal, communal ou avec la région. On a une grosse activité de conseil aux particuliers dans les dispositifs d'accompagnement à la rénovation. Une action de promotion de tout ce qui est énergie renouvelable et notamment chaleur renouvelable, puisque historiquement, Quercy Énergie a été créé pour promouvoir l'usage du bois pour le chauffage collectif. Et ensuite, ça s'est décliné avec tous les usages de chaleur solaire et géothermie. Et on travaille également sur des plans climat, sur des fresques du climat, sur des bilans carbone, dans des animations auprès des collectivités, d'autres associations du territoire. C'est une association qui est engagée dans la lutte pour la précarité énergétique depuis 2010 avec des actions avec le département. Dans le programme SLIM, pour ceux qui connaissent, c'est un programme financé par des C2E et porté par le CLER. Et donc, ce programme, on le mène avec le CD46, le département du Lot. On est aussi formateur pour tout ce qui est diagnostic des travailleurs sociaux pour les visites à domicile. Donc en 2019, Énergie Solidaire nous a fait confiance et nous a doté de deux fonds de financement. Le premier, c'était un financement pour un fonds d'aide aux travaux, donc pour financer des petits travaux auprès de ménages précaires. Le deuxième fonds, qui a été aussi développé depuis 2019, c'est un programme qu'on a nommé Santé environnementale, en fait, qui permet d'accompagner les visites à domicile avec une conseillère médicale en environnement intérieur. En effet, on se rend compte que les problèmes de mal logement, les problèmes de mauvaise isolation, de manque de chauffage, de mauvaise ventilation provoquent des problèmes de moisissure, d'inconfort qui entraînent des problèmes de santé, asthme, irritation, pneumonie, et donc qui mettent en difficulté encore plus les ménages en précarité énergétique. Donc l'idée, c'est de pouvoir accompagner ces ménages avec un diagnostic médical reconnu au niveau national, puisque le CMEI, c'est un titre national. Et donc pour ça, on travaille avec un partenaire du territoire. On n'a pas encore la compétence en interne, qui permet en fait d'avoir non seulement le point de vue de l'énergéticien, des énergéticiens spécialistes de la précarité que nous sommes, plus justement ce point de vue médical avec un conseil aux familles sur les usages du logement. Alors, il va sans dire que les deux programmes, on a essayé de les entrelacer, puisque quand on fait une visite à domicile et qu'on se rend compte qu'il y a des problèmes d'humidité chez un ménage avec des problèmes d'asthme chez les enfants, on essaye de pouvoir financer derrière des petits travaux, entre autres des travaux de ventilation. Alors, je pense qu'à la diapo suivante, j'ai détaillé quelques actions que nous avons menées. Donc, je commence par la dernière ligne du premier paragraphe, c'est-à-dire on a financé la pose d'une VMC qui a permis en fait à une famille non seulement de boucler un programme de travaux ANA, je vais revenir sur ces termes-là, mais surtout, voilà, on s'était rendu compte qu'il y avait des problèmes de santé chez les enfants et il y avait un problème de ventilation, d'aération dans le logement. Donc, grâce à notre intervention et au financement d'Énergie Solidaire, on a pu financer pas complètement, puisqu'on a laissé le ménage participer marginalement à ce projet-là quand même, de manière à ce qu'ils se sentent impliqués dans ce projet et puissent participer en fait donc au choix des artisans, une partie du financement, la prise en main des travaux et puis la réception.
Donc nous, on est intervenu sur le financement, sur la validation du projet de ventilation quand même, les échanges avec l'artisan qui était reconnu RGE pour ce type de travail, et ensuite une réception pour s'assurer que tout était bien mis en œuvre. Donc ça a été une des actions que nous avons financées. Un autre exemple, c'est on a financé un chauffe-eau électrique. Alors ça peut paraître un petit peu marginal, mais il s'agissait d'une personne âgée avec des difficultés pour assumer, avec un reste pour vivre très très faible. Donc elle a eu un problème de panne de cumulus chez elle. On est intervenu sur le financement à moitié de ce projet, ce qui lui permettait en fait de garder une somme pour financer l'achat de granulés ou pour d'autres petits travaux qu'elle a chez elle, vu qu'elle est accompagnée également. Donc ça, c'est un cas ponctuel. Un autre cas, une autre thématique que l'on aborde souvent, c'est dans les programmes ANA, donc de l'Agence nationale de l'habitat. Il y a des aides globales pour la rénovation et puis on se rend compte souvent qu'il y a des restes à charge qui sont assez conséquents, qui entraînent du coup des problèmes de continuité des projets, puisque même si on arrive à financer la majorité du projet, il reste de temps en temps 2, 3, 4 000 euros à financer, ce qui est impossible pour certains ménages. Ou alors il y a des difficultés sur les caractéristiques des artisans RGE, vu qu'on a augmenté le nombre de qualifications. Et donc, par exemple, pour poser une VMC, il faut qu'il y ait un artisan RGE. Alors, dans le lot, on a 6 artisans RGE. Donc, autant vous dire que pour poser une VMC dans un projet de financement ANA, c'est quasiment impossible, vu qu'il y a au moins un an de délai pour avoir le devis, plus un an de délai pour avoir l'installation. Et dans le cas du projet, donc de la deuxième ligne, financement d'un Velux, on a eu un accompagnement poussé auprès d'un ménage avec un beau projet. On avait réussi à boucler le budget de ce projet. Il se trouvait que tout simplement l'artisan qui était le couvreur n'avait pas la qualification RGE pour poser les fenêtres de toit. Donc, plutôt que de se lancer dans une autre démarche, de convoquer un autre artisan, de partir sur une demande d'agrément RGE qui allait retarder la mise en œuvre de ce projet, tout simplement, on a décidé de sortir ce Velux du projet global et de pouvoir le financer à part avec un financement Quercy Énergie. Quercy Énergie, bien sûr, énergie solidaire également. Donc voilà des exemples. D'autres en date, ça a été pareil sur un financement d'un reste à charge pour éviter qu'une personne recourt à un prêt, ce qui nous a permis aussi de lui laisser un peu de marge pour pouvoir acheter des granulés, là aussi, après un projet global de rénovation et un accompagnement complet. Sachant que nous, voilà, sur ces dossiers ANA, on a un peu les doubles casquettes puisqu'on fait les visites à domicile ANA et les projets de rénovation énergétique avec les financements du département qui nous subventionne sur ces missions-là. Sur les visites santé environnementale, donc on a réussi à réaliser 5 visites. Donc comme je vous expliquais, c'est une visite complète du logement pour faire des prélèvements en fait des traces d'humidité, la caractérisation des champignons qu'on va trouver, des moisissures. Ensuite, une analyse sur site, donc avec la CMEI, notre conseillère médicale, qui va pouvoir mettre en avant les risques donc liés à l'humidité, mais liés également au comportement sur l'usage des détergents, par exemple, la tabacologie dans le logement, l'usage des huiles essentielles, des plantes vertes, etc. Et ensuite, qui va apporter son œil professionnel sur la caractérisation des moisissures en laboratoire. Tout ça pour aiguiller les personnes soit vers des travaux, donc comme dans le premier cas avec le financement de VMC, soit vers des changements d'attitude, changements de comportement qui vont permettre d'assainir le logement. Voilà les actions qu'on mène. Après, sur l'autre diapo, je crois que j'ai du coup les limites et les perspectives, puisque c'est vrai que quand on a reçu la dotation, on a été un peu surpris de la liberté qu'on avait de pouvoir utiliser cet argent qui nous était donné, et donc un peu de se demander mais quels sont les critères
que l'on va, qu'on va attribuer pour choisir un ménage ou un autre. On avait une somme de 10 000 € pour les travaux et on se demandait est-ce qu'on va faire 10 ménages, 10 actions à 1 000 € ou est-ce qu'on va en faire 2 à 5 000. Voilà, donc on a été un peu confronté à ce choix. Bon, c'était plutôt positif comme choix. Et puis après, on s'est lancé donc, avec ces différents travaux dont je vous ai parlé. Donc ça a été une limitation. Au niveau de la santé environnementale, si on n'a pas la compétence en interne, donc on est tributaire de la disponibilité de notre CMEI, donc, qui travaille à côté. Donc voilà, ça a été un petit peu compliqué aussi d'augmenter le nombre de visites. On a une difficulté dans le repérage des ménages également, puisque nous, tout ce qui est visite précarité, on le fait en accord avec le département. Donc, on n'a pas forcément les contacts directs avec les autres partenaires de la précarité, que ce soit Secours Populaire, Restos du Cœur ou d'autres associations. Donc, on a essayé de prendre des contacts, on a essayé de créer le réseau sur place. C'est en cours, on va dire. Il y a quelques associations très locales. Il y a l'Union départementale de l'aide aux familles qui regroupe des associations d'aide aux familles avec qui on a un bon contact. On participe chaque année à la fête de l'UDAF qui permet justement de sensibiliser sur les problématiques énergétiques. Voilà. Ensuite, on a rencontré aussi l'ARS dernièrement de manière à voir quels étaient les plans régionaux de santé qui pourraient déboucher sur la possibilité d'amplifier notre action avec les CMEI. On réfléchit en interne à internaliser la compétence, alors ce qui veut dire une année de formation, sachant que actuellement les 2 sites de formation sont Strasbourg et Marseille, ce qui n'est pas très évident pour nous, mais voilà, c'est quelque chose auquel on réfléchit. Et en fait, on souhaiterait, donc au sein de Quercy Énergie, travailler au niveau national de manière à faire reconnaître la CMEI comme un acte médical, de manière à ce que ce soit les médecins qui puissent prescrire la visite de la CMEI comme un acte médical, que ce soit remboursable par la sécurité sociale, et qu'à travers cette visite CMEI, on puisse identifier donc des problématiques de santé, mais en lien avec la précarité énergétique, le mal logement, le manque de chauffage, l'humidité dans le logement. Voilà, donc ça, c'est des axes de développement auxquels on réfléchit. Voilà, je crois avoir fait le tour à peu près de nos actions. Et puis, je suis là encore pour répondre aux questions s'il y en a, pour apporter des précisions. Merci beaucoup, Christophe. Donc, la dernière slide, bien sûr, c'est pour savoir si vous souhaitez ensuite, après ces témoignages et cette présentation, rejoindre l'aventure Énergie Solidaire Occitanie, puisqu'on est vraiment dans une démarche collective et que plus on sera d'acteurs, mieux ce sera. Donc, on est à votre disposition. Je vais arrêter le partage, comme ça, on va pouvoir se voir un peu mieux. Je suis à votre disposition et Christophe et Bénédicte également, si vous avez des questions ou des remarques. Voilà, n'hésitez pas à prendre directement la parole en vous présentant si vous voulez intervenir. Merci. Bonjour, je suis Annie Salomé, je suis responsable des relations institutionnelles chez Sonagri. J'ai une question, c'est par rapport à l'éligibilité des entreprises qui peuvent contribuer. Est-ce qu'il faut qu'elles aient leur siège en Occitanie? Comment ça se passe en fait du point de vue administratif en gros? Voilà. Alors nous, on cible prioritairement les entreprises qui ont leur siège social en Occitanie, puisque l'idée, c'est vraiment d'essayer de générer des cercles vertueux en se disant, bon, on produit des bénéfices sur un territoire au lieu de les investir à l'étranger. Si une partie peuvent retomber économiquement, localement, pour les ménages les plus précaires, c'est le mieux. Après, on a conscience qu'on on est face à pas mal d'entreprises qui sont internationales, donc qui ont potentiellement des installations ici, mais pas leur siège ici. C'est tout à fait possible aussi d'accepter, d'engager des actions, de les accepter comme mécènes. Sinon, je pense qu'on se fermerait beaucoup de portes. Après, ça va plus être une question de négociation des contreparties. Qu'est-ce qui intéresse l'entreprise? Qu'est-ce qu'on peut leur apporter
en échange de ce mécénat, sachant que la loi dit bien qu'on ne peut pas dépasser 10% du montant du don en termes de contrepartie. Donc, on ne peut pas non plus, si le montant du don est assez faible, on ne peut pas non plus en faire énormément. Mais différents types de contreparties sont possibles, du type mener des actions de communication communes, venir à un événement de l'entreprise, sensibiliser, comme je disais tout à l'heure. Tout ça est aussi à entreprendre ensemble, à discuter ensemble. Nous, on n'a peut-être pas envisagé tous les possibles et tout ce qui intéresse les entreprises. Donc, c'est possible d'en discuter. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, mais est-ce que par exemple des fonds qui sont affectés aux sociétés de projet seraient des choses qui sont éligibles? Parce que c'est pas forcément une société qui a un siège social en Occitanie qui peut être mécène, mais éventuellement, est-ce que la piste de fonds affectés à des sociétés de projet qui sont créées pour des productions locales va être une piste qui a été Oui, je pense que ça envisagée? peut être tout à fait envisageable. C'est, comme je vous le disais, hein, c'est la première fois qu'on s'installe dans une région, qu'on crée un programme décentralisé comme ça. Donc, on est en expérimentation. C'est un programme pilote. On n'a pas encore été confronté à cette proposition-là. Mais sachant le type de fonctionnement d'énergie solidaire, je pense que ce serait complètement possible de le mettre en place parce qu'on cherche à être souple, justement, et à ne pas se fermer trop de portes aussi, quoi. Donc, c'est à rediscuter. Moi, j'en parlerai à mon délégué général, mon conseil d'administration, si ça vous intéresse. Mais je pense que c'est tout à fait envisageable. Ok, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions, remarques? J'ai vu un visage. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je suis Hélène Régis. Je suis venue vous rejoindre. En fait, c'est parce que j'ai envie de regarder vis-à-vis des entreprises quelles sont les difficultés qu'elles peuvent avoir dans le cadre de cette solidarité. Et là, Annelise vient de poser une question sur le mécénat. Et je voulais me présenter. Je représente la DGFiP, la Direction générale des finances publiques, et je suis dans le cadre, je pilote la cellule d'accompagnement fiscal personnalisé des PME. Donc là, j'offre mes services gratuitement à toutes les entreprises qui souhaiteraient avoir des renseignements d'ordre qui portent sur un sujet fiscal, bien sûr. Voilà, donc je me suis raccrochée à ce webinaire qui est fort intéressant du reste. Et voilà, je voudrais aussi rentrer dans le réseau, ne serait-ce que pour m'adresser aux entreprises qui peuvent avoir donc ce genre de questions. Voilà. Avec Merci. plaisir. Bah, écoutez, on vous donnera mon contact. Je ne sais pas si je peux le mettre dans le chat dès maintenant, si vous voulez me contacter à la suite du webinaire. En tout cas, je ferai en sorte de vous intégrer au programme. D'accord, merci. Oui, bonjour Patrice. Allez-y, prenez la parole. Oui, bonjour, une petite question. Patrice Guionnet de la métropole de Montpellier. J'ai pris un peu en cours de route le webinaire, donc je ne sais pas si ça correspond bien, ma question va correspondre. J'ai juste vu que pour les dons de surplus, Enercop ne prenait uniquement les surplus pour l'autoconsommation collective à partir de 5 MWh. Est-ce que c'est la même chose pour les installations d'autoconsommation individuelle? Il se trouve que nous, on a des installations d'autoconsommation individuelle sans injection de surplus.
Donc on a des limiteurs d'injection puisqu'on n'a pas le droit d'injecter gratuitement ce surplus. C'est des petites quantités, mais du coup, c'est un peu dommage parce qu'à certains moments, peut-être, on a du coup notre production qui est limitée et on pourrait la donner. Alors, je crois en ayant contacté Enedis qu'il faudrait quand même qu'on change notre contrat ou c'est pas vraiment un contrat, mais enfin, on aurait peut-être un coût pour changer notre contrat auprès d'Enedis, mais enfin voilà. Je voudrais savoir si ça pouvait intéresser éventuellement ce don de surplus. Alors malheureusement, pour l'instant, l'autoconsommation individuelle, c'est ce que je vous disais déjà pour l'autoconsommation collective, on ne peut pas aller en dessous du don de surplus de 5 MWh D'accord. puisque en termes de frais de gestion, c'est vraiment Enercop n'y gagne rien, à vrai dire, en toute transparence. Donc pour l'autoconsommation individuelle, c'est trop complexe de le mettre en place aujourd'hui. Après, ce sont des discussions qu'on pousse en interne. Enercop a vraiment une politique solidarité, un pilier solidarité qui est en train de prendre de la place dans ses orientations stratégiques. Donc, on est dans une posture où ça peut évoluer ce don d'énergie et les limites de ce don d'énergie, mais à l'heure actuelle, on n'est pas en capacité de s'occuper de l'autoconsommation individuelle, malheureusement. D'accord, merci. En tout cas, par rapport à la métropole de Montpellier, je suis en contact avec Altemed, qui est à la fois le volet producteur d'énergie renouvelable et puis ACM Habitat bailleur social. Donc, il y a certainement des choses à faire avec la métropole, d'autant que je suis allée aux conclusions du plan Montpellier solaire 2050. Donc, je pense qu'il y a clairement des pistes d'action commune à envisager ensemble. A priori, pas de remarques complémentaires ou de questions. De Lucie, de toute façon, on transmettra tes coordonnées, je pense, à l'ensemble des participants. S'il y a d'autres questions d'ailleurs, hein, après le webinaire, il ne faudra pas hésiter à revenir vers Lucie ou les intervenants. Je pense qu'on peut conclure, non, Lucie, si c'est OK pour toi? Tout à fait. S'il n'y a pas Ouais, d'autres remarques. OK. En tout cas, merci beaucoup à toutes et tous pour votre participation et à très bientôt sur les événements du pôle et notamment d'énergie solidaire. Merci beaucoup. Et merci au Pôle Derby de s'être associé à nous pour l'événement. Merci à Bénédicte d'avoir été là pour représenter la région et à Christophe Guinaud d'avoir été là pour représenter l'ALEC Quercy Énergie. N'hésitez pas, si vous avez le réseau de relayer notre appel à projet, vous trouverez tout sur notre site énergie-solidaire.org. Je vous le mets dans le chat. Si jamais vous avez, voilà, il y a toutes les informations sur le cahier des charges, le dossier de candidature, n'hésitez pas à relayer massivement auprès des associations du territoire. Bonne journée, bonne continuation. Merci à tous, Merci. au revoir. Merci. Au revoir. Merci Lucie, au revoir.